L'accord CNPF-Syndicat qui garantit une année de traitement pour les salariés licenciés est une décision sans précédent dans l'histoire du mouvement ouvrier international. La tension s'accroît au sein de l'Union de la gauche. Les socialistes annulent la réunion du comité de liaison qui était prévue demain avec les communistes. Une question principale au centre des discussions des 9 demain à Luxembourg, la Grande-Bretagne, d'après les élections, va-t-elle remettre en cause son appartenance à la communauté européenne? Troisième volet de notre grande enquête sur la situation au Mozambique, le gouvernement de transition doit faire face à de graves problèmes économiques engendrés par l'exode des colons portugais. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'accord intervenu aujourd'hui entre le patronat français et les grandes centrales syndicales, accord selon lequel tout salarié licencié pour des raisons économiques recevra une année de salaire, est doublement important. D'abord, dans la période d'incertitude et d'insécurité qui semble devoir caractériser de plus en plus l'activité économique et donc le monde du travail, cela d'ailleurs pas seulement en France, on le sait, cet accord permettra donc à ceux qui en bénéficieront de voir l'avenir avec moins de crainte. Important aussi parce que c'est la première fois dans l'histoire du mouvement ouvrier international que le patronat et les syndicats négocient une telle garantie. C'est donc, n'ayons pas peur des mots, une première mondiale. Pour la première fois au monde, en effet, les 14 millions de salariés français qui travaillent dans l'industrie et dans le commerce vont pouvoir bénéficier d'un système de protection unique contre le chômage. L'accord a été signé ce matin à Paris. Les partenaires sociaux le négociaient depuis 3 mois. Pour le CNPF, la préoccupation essentielle, c'est d'arriver à instituer un système qui assure aux salariés qui sont victimes des accidents économiques une garantie de ressources qui leur permettent, en toute sécurité, de se reclasser, de retrouver un emploi et surtout de faire un effort de formation professionnelle qui peut leur permettre de se reclasser et même d'avoir une promotion. Alors, ce contrat, qui sera applicable vraisemblablement fin novembre, qui concerne-t-il? Eh bien, il intéresse tous les salariés privés d'emploi à la suite de licenciements pour motifs économiques. Tous les salariés licenciés, soit individuellement, soit collectivement. Ces salariés licenciés toucheront une indemnité représentant 90% de leur salaire brut, soit 100% de leur salaire net. Deux principales conditions: d'une part, être âgé de moins de 60 ans, puisque les chômeurs de plus de 60 ans bénéficient déjà d'une garantie de ressources. D'autre part, avoir appartenu pendant 6 mois au régime d'allocation complémentaire de chômage. L'indemnité sera versée pendant une durée pouvant aller jusqu'à 1 an, toutefois dans le but d'examiner les possibilités et les efforts de reclassement de l'intéressé, ainsi que ses efforts de formation. Le dossier de chaque bénéficiaire sera examiné tous les 3 mois. À présent, les réactions des syndicats. CGT, cet accord est dû essentiellement aux importantes luttes pour l'emploi menées par les travailleurs. FO, c'est un bon accord, il ouvre la voie à une redéfinition du droit du travail. CFTC, nous sommes très satisfaits par cette convention intervenue de manière paritaire. CFDT, c'est un accord important, mais il ne répond pas à la totalité des revendications. Enfin, la CGC. Nous l'avons considéré comme un accord très positif. Il semble pour nous avoir dédramatisé le chômage des cadres, et cela est important pour nous. Mais si nous avons trouvé le moyen d'avoir le système d'indemnisation le plus important et peut-être unique dans le monde, nous désirions avoir un reclassement également unique, car la chose importante pour nous, c'est le reclassement. Dès cet après-midi, les dirigeants du CNPF et ceux des centrales syndicales se sont retrouvés autour de Michel Durafour, le ministre du Travail. But de cette rencontre, examiner ce que sera la participation financière de l'État dans le fonds de garantie de ressources créé par l'accord. Géré paritairement dans le cadre de l'UNEDIC, ce fonds sera alimenté d'une part par des crédits versés par l'État, d'autre part par une cotisation à charge des employeurs pour 80% et à charge des salariés pour 20%.
Ainsi, même si ce nouveau contrat national ne règle pas tous les problèmes de l'emploi, ce n'est pas son objectif, la France se place en tête de toutes les autres nations dans le domaine de la garantie de salaire aux victimes des licenciements. C'est un point à mettre à l'actif de la politique contractuelle. C'est un accord tout à fait essentiel et je dirais d'une importance capitale dans notre droit du travail. En effet, ce matin, les 5 grandes organisations représentatives des travailleurs salariés et le Centre national du patronat français ont signé un accord concernant les licenciements pour cause économique. Jusqu'ici, vous le savez, quand un travailleur perdait son emploi pour des raisons économiques, c'est-à-dire que son emploi était supprimé et qu'il était ainsi licencié, il touchait une indemnité qui était d'environ 50% de son traitement antérieur. Eh bien, ce matin a été signé un accord qui lui permettra de toucher l'intégralité pendant 1 an de son traitement antérieur. C'est donc, si vous voulez, une mesure qui, sur le plan social, a une importance considérable. Alors, je vous rappelle qu'à l'origine, c'est un engagement qu'avait pris le président de la République, à l'occasion notamment de sa campagne présidentielle, et qui avait eu pour résultat que le 19 juin dernier, j'avais réuni les partenaires sociaux et je leur avais indiqué qu'il y avait 2 moyens pour atteindre cet objectif. Le premier, c'était de faire voter une loi par le Parlement, et le deuxième, c'était d'arriver entre eux à un accord contractuel. Je pense que c'était la deuxième formule qui était la meilleure, et je les avais engagés à le faire de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement heureux que l'accord ait pu être négocié et signé ce matin. Mais tout dépend quand même de savoir ce que recouvrira exactement, dans les faits, l'expression licenciement pour motif économique. Il y a 2 sortes de licenciements, 2 manières en quelque sorte de perdre son emploi. Le premier, c'est la sanction en quelque sorte pour faute ou pour incapacité. La deuxième, et malheureusement la plus fréquente, notamment dans les périodes de difficultés économiques, c'est purement et simplement la suppression d'emploi. Le travailleur est licencié collectivement ou individuellement parce que son emploi est supprimé. C'est ce qu'on appelle suppression pour fait économique. C'est à ce type de licenciement que se réfère l'accord. Ça veut dire que tout travailleur qui, individuellement ou collectivement, verra supprimer son emploi et sera ainsi licencié, ce travailleur touchera dorénavant, pendant 1 an, l'intégralité de son traitement. Je vous signale que c'est une législation qui n'a pas de précédent et qu'aucun pays dans le monde ne connaît. C'est-à-dire que sur ce point, comme dans un certain nombre d'autres sur le plan social, la France est très en avance. J'ajoute également qu'il y a eu là, de la part des partenaires sociaux, un effort considérable de compréhension mutuelle, puisque ce nouveau système, qui est un système onéreux, n'est-ce pas, coûteux, sera entièrement financé et géré par les partenaires sociaux, et notamment au sein de l'UNEDIC, qui, comme vous le savez, est l'organisation paritaire qui s'occupe de la gestion de ces aides. En tout état de cause, tous les secteurs de l'économie sont touchés par cet accord. Ah, bien entendu, cet accord intéresse la totalité des secteurs de l'économie, à l'exception bien sûr de la fonction publique, c'est-à-dire des agents contractuels de l'État ou des collectivités locales. Mais pour cela, naturellement, il n'est pas question de ne pas faire aussi bien, et c'est la raison pour laquelle un projet de loi qui est actuellement en préparation sur le plan social et qui va améliorer et réformer l'ensemble des procédures en matière d'indemnisation du chômage prévoira l'extension aux fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique des mesures qui ont été prévues pour l'ensemble des autres secteurs de l'économie ce matin par l'accord dont je viens de parler. Cet après-midi, la crise politique s'est accentuée entre le Parti socialiste et le Parti communiste. Initialement, le comité de liaison de la gauche regroupant les communistes, les socialistes et les radicaux de gauche devait se réunir demain soir à Paris, une réunion prévue d'ailleurs depuis longtemps. Et puis, au début de l'après-midi, ça a été le coup de théâtre. Le Parti socialiste a subitement annoncé qu'il annulait cette réunion. Réaction immédiate de Georges Marchais, « Nous ne céderons pas au chantage », a dit le secrétaire général du Parti communiste, qui n'a donc pas mâché ses mots. On le voit, la crise est très sérieuse, mais au fond, elle ne surprend personne, encore que cela nécessite maintenant quelques explications.
Oui, beaucoup d'observateurs le pressentaient, les assises du socialisme ont aggravé la polémique qui oppose le Parti communiste et le Parti socialiste depuis les dernières élections législatives partielles, au point que ce soir, on constate que l'union de la gauche connaît peut-être sa première crise sérieuse depuis sa création en juin 1972. Les faits, le dernier en date, aujourd'hui, dans un communiqué, on vient de vous le dire, le Parti socialiste décide d'annuler la réunion du comité de liaison de la gauche prévue pour demain. François Mitterrand, Georges Marchais et Robert Fabre devaient à cette occasion coordonner, et ils le font régulièrement, les différentes actions de la gauche. Le Parti socialiste refuse cette rencontre sans auparavant une autre réunion préparatoire, car il juge inadmissibles les propos que tenait hier Roland Leroy. Roland Leroy disait en effet « Le Parti socialiste, au nom d'un prétendu rééquilibrage de la gauche, adopte une attitude qui vise à affaiblir les positions du Parti communiste et qui rejoint les plans du grand capital. » Les plans du grand capital, voilà ce que les socialistes n'acceptent pas. Ils estiment ces imputations sans fondement et les rejettent fermement. Mais à l'origine de cette affaire, les élections législatives partielles d'il y a 8 jours, les chiffres sont formels. Dans les 6 circonscriptions, on notait une sensible percée du Parti socialiste et un recul du Parti communiste. Cette constatation avait amené Georges Marchais à déclarer, je cite, « Le rééquilibrage de la gauche est pernicieux ». François Mitterrand avait répondu samedi en disant « Ne faisons pas de compte d'apothicaire » et dans le même temps, il réaffirmait sa fidélité totale au programme commun de la gauche. À tout cela, il faut ajouter la déclaration de Roland Leroy, que je vous citais plus haut, l'annulation par les socialistes de ce comité de liaison, et tout à l'heure, la réponse de Georges Marchais devant cette annulation. Nous ne céderons pas au chantage, a dit le secrétaire général du Parti communiste. Vous le voyez, une escalade dans les formules et dans le ton qui prouve que sans porter atteinte pour le moment à l'union de la gauche, il y a tout de même une crise, disons, de confiance entre les deux principales formations du programme commun, les radicaux de gauche regrettant, eux, de leur côté, cet affrontement. Mais d'ores et déjà, on peut se poser une double question. Peut-on reprocher à une formation politique, quelle qu'elle soit, l'ambition de s'agrandir et d'augmenter son influence? Et comment cette formation politique peut-elle garantir à ses partenaires que cette volonté ne portera pas atteinte, même involontairement, à ses alliés? En tout cas, pour le moment, les socialistes s'en tiennent à leur communiqué. Pour les communistes, Roland Leroy précise la position de son parti sur cette polémique et sur l'annulation de la réunion prévue demain. Pour nous, il n'y a pas de polémique entre les socialistes et nous. Il existe un problème politique sérieux que nous avons posé devant l'opinion publique dans son ensemble. Ce problème politique, c'est que les élections législatives partielles récentes l'ont révélé. Les forces de droite se réjouissent de voir le Parti socialiste augmenter son influence au détriment du Parti communiste. Nous estimons que c'est néfaste à l'union de la gauche dans son ensemble et nous le disons. Le second point de votre question, c'est l'annulation de la réunion prévue pour demain. Annulation décidée par le Parti socialiste. Nous regrettons cette annulation, car nous estimons que les effets de la politique néfaste du pouvoir se font de plus en plus durs chaque jour et qu'il n'y a rien de plus urgent que d'organiser l'action unie des travailleurs contre les effets de cette politique. C'était l'objet de la réunion de demain et nous regrettons qu'elle ait été annulée sur l'initiative du Parti socialiste. Est-ce que vous estimez que c'est une querelle extrêmement grave? Est-ce que vous estimez qu'elle met en péril l'union de la gauche? L'union de la gauche n'est pas en péril, l'union de la gauche est solide. Elle a remporté des succès considérables dans la dernière période. Elle voit s'ouvrir devant elle des perspectives de victoire qui se rapprochent. Précisément pour nous, il s'agit d'élever encore la qualité de l'union de la gauche, d'aider à rapprocher la perspective de la victoire. C'est le sens des questions politiques que nous posons devant le pays.
Nous considérons notre devoir démocratique d'ouvrir le débat sur ces questions-là. Il ne s'agit pas de questions mineures, il ne s'agit pas de comptes d'apothicaire. Il s'agit de questions graves, sérieuses, de caractère politique. Commerce extérieur, légère amélioration. En effet, le déficit de la balance commerciale française n'a pas dépassé 1 milliard de francs au mois de septembre, soit la moitié de celui enregistré au mois d'août. Ces résultats, jugés encourageants par le gouvernement, sont dus à une stagnation de nos importations. Depuis le début de l'année, le déficit total de nos échanges extérieurs, lié surtout à la hausse du pétrole, atteint 15 milliards de francs. Sécurité sociale, le gouvernement va amender son projet de réforme. Premier point, la sécurité sociale pour tous les Français sera prévue par la loi, peut-être pour 1978. Seconde modification, l'État devra garantir des ressources complémentaires pour le régime général des salariés. Ces amendements répondent aux critiques formulées par les organisations syndicales. Lorsque l'on s'intéresse de près à l'évolution politique en Italie, on se demande quelles sont les chances de succès pour M. Fanfani de replâtrer un gouvernement de centre-gauche et surtout pour quelle durée. Toujours est-il que M. Amintore Fanfani, l'un des chefs de file des démocrates chrétiens, a reçu la mission du président Leone d'essayer de constituer un nouveau gouvernement. S'il réussit, ce sera la 5e fois que M. Fanfani sera président du Conseil italien. Il est âgé de 66 ans. Il y a maintenant 10 jours que l'Italie est sans gouvernement et c'est donc un ministre des Affaires étrangères démissionnaire, M. Aldo Moro, qui représentera malgré tout son pays demain au cours d'une nouvelle réunion des 9 à Luxembourg. Même situation d'ailleurs pour son collègue britannique, M. Callaghan. Depuis les récentes élections législatives en Grande-Bretagne et la victoire des travaillistes, on se demande si les Britanniques ne vont pas remettre en cause brutalement, Gérard Saint-Paul, leur appartenance à la communauté européenne. On peut se poser la question, et le ministre britannique des Affaires étrangères, M. Callaghan, ne sera sans doute pas le moins entouré demain. Jean Sauvagnargues et ses collègues européens essaieront sans doute de savoir quelle est, au lendemain des élections en Grande-Bretagne, la marge de manœuvre de Londres vis-à-vis de l'Europe. On sait aujourd'hui que M. Harold Wilson est persuadé personnellement de la nécessité pour son pays de rester dans ce marché commun. Mais il aura grand-peine à convaincre l'opinion britannique. Lors du dernier dîner européen à l'Élysée, à l'invitation de M. Giscard d'Estaing, il y a tout juste un mois d'ailleurs, c'était le 14 septembre dernier en effet, M. Wilson avait paru à ses 8 partenaires plus européens, plus communautaires que jamais. Une bonne surprise en somme. Aujourd'hui, Harold Wilson, avec une majorité absolue certes, mais très courte, un siège, n'a pas les coudées plus franches qu'hier. En ce sens, la réunion de demain est un test, d'autant plus que le paysage européen n'est pas très ensoleillé avec cette Italie en crise et cette Grande-Bretagne en pleine période de doute européen. Exactement. S'il n'est pas facile à 9, on le voit, de faire l'Europe politique, il est peut-être plus facile à 18 d'étendre les échanges économiques. C'est la raison pour laquelle les 9 vont envisager demain à Luxembourg d'engager le dialogue avec leurs collègues européens, ceux qui appartiennent aux pays de l'Est, le Comecon. Oui, et ce sera sans doute le point le plus intéressant d'un ordre du jour très chargé qui comprend par ailleurs essentiellement l'examen de la crise de l'énergie. Pourquoi? Parce que pour la première fois depuis 15 ans, les deux marchés communs, le nôtre et celui des pays socialistes, organisés de façon différente, il est vrai, les deux marchés communs vont cesser de jouer à cache-cache. Pendant 15 ans, en effet, les soviétiques n'ont pas voulu entendre parler de ce marché commun ni de la communauté européenne. Ils ne reconnaissaient pas officiellement cette communauté. M. Brejnev avait bien dit en 1972, il s'agit pourtant d'une réalité à ne pas ignorer. Mais enfin, les échanges, jusqu'à ce jour, se faisaient de pays à pays. Or, voici que le secrétaire général du Comecon invite par la poste, tout simplement, M. Ortoli, président de la Commission européenne, à venir discuter à Moscou. C'est capital, c'est énorme pour l'avenir de l'Europe. Le glacier, peut-être, va se mettre à fondre. Si les contacts sont bons, de formidables marchés peuvent s'ouvrir à l'Europe communautaire et c'est cela que les 9 vont commencer à préparer dès demain. Hier et avant-hier, vous avez pu suivre les 2 premiers volets de l'enquête en profondeur réalisée au Mozambique par l'une de nos équipes d'envoyés spéciaux. Cette ancienne colonie portugaise accédera officiellement à l'indépendance en juin 1975 et pour le moment, le pouvoir a été confié à un gouvernement de transition dans lequel les Portugais ne détiennent que 3 portefeuilles. Premier problème urgent à résoudre, celui de l'exode des colons blancs et des conséquences économiques de cet exode. Les Blancs n'étaient là-bas que 200 000 parmi 8 millions de Noirs,
mais ce sont eux qui faisaient tourner toute l'activité économique du pays. Et maintenant, c'est la répétition de ce qui s'est produit dans bien d'autres colonies africaines lorsqu'elles ont accédé à l'indépendance. Ils sont là tous les jours, des hommes, des femmes et des enfants, des Blancs qui se préparent à fuir le Mozambique. La plupart des gens qui attendent ici pour se faire vacciner habitent dans les banlieues où ils ont leur commerce. Les Noirs ont pillé leurs boutiques, tué leurs familles, et c'est pour cela qu'ils quittent le Mozambique. Où allez-vous? À Johannesburg. Vous quittez le pays pour toujours? Oui, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pourquoi? Avez-vous peur ou... Je n'ai pas peur, mais les Noirs ne nous laissent aucun avenir. Qu'entendez-vous par « ne vous laisse aucun avenir » ? Eh bien qu'ils ne peuvent nous garantir que nous serons en sécurité. Ma femme et mes enfants sont en Afrique du Sud. Je continue à travailler ici, mais je veux que tous mes papiers soient en règle au cas où j'aurai à partir. J'irai en Afrique du Sud, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce à dire que vous n'avez pas confiance en l'avenir, que vous craignez pour votre sécurité? Cela ne me tourmente pas trop. Et je vais rester. Si je vois que les choses tournent mal, alors je partirai. Mais pas avant. Mais nombreux sont ceux qui ont préféré ne pas attendre. Et 2 semaines après les violences qui ont suivi la révolte des Blancs, un tiers des 20 000 colons de Lourenço Marques avaient déjà quitté le pays. Image d'exode aussi sur les routes. Tous les jours, un convoi d'une centaine de voitures escortées par des jeeps de l'armée prenait la direction de l'Afrique du Sud, dernier pays du continent africain où le pouvoir des Blancs n'est pas menacé. L'Afrique du Sud exerce une véritable fascination sur les colons du Mozambique. Au-delà de cette barrière, ils pensent pouvoir retrouver tout ce qu'ils ont perdu. Une vie facile, la sécurité, un avenir. Mais leur exode met en péril l'économie du Mozambique. Le Frélimo en a conscience et tente de l'enrayer. Il rassure ceux qui sont restés, exhorte les autres à revenir. Mais pour redonner aux Blancs la confiance qu'ils ont perdue, il faut qu'ils aient au moins le sentiment de pouvoir vivre en sécurité. Il faut empêcher que ne se reproduisent les affrontements sanglants qui avaient opposé les 2 communautés. Et c'est pour y parvenir que des barrages ont été dressés dans les villes et sur les routes, que des soldats du Frélimo et de l'armée portugaise fouillent voitures, passagers, s'efforcent de découvrir les armes qui pourraient servir à une action de provocation. Ces opérations ne sont pas toutes inutiles. Et la découverte d'un stock d'armes et de munitions en plein centre de la capitale le prouve. Les nouveaux maîtres du pays n'ignorent pas que certains activistes continuent de comploter, qu'ils désirent toujours se venger de ceux qui ont mis fin à leurs privilèges et à leur domination. À défaut de pouvoir s'opposer au cours de l'histoire à l'indépendance du Mozambique, ils aimeraient saboter les efforts de réconciliation déployés par le Frélimo. Mettre ces activistes hors d'état de nuire, le gouvernement voudrait le faire très vite pour s'attaquer ensuite aux autres problèmes, dont le plus important est celui de la survie économique du pays. Une économie qui, sans la présence des Blancs, serait vite asphyxiée. Dans la pyramide du travail, la masse noire formait la base, fournissait la main-d'œuvre. Au sommet, c'était le règne des colons, c'est eux qui décidaient, encadraient, qui possédaient l'argent, la technique, le savoir-faire. Leur exode a remis en question toute cette structure, alors que la relève par les Noirs est loin d'être possible, qu'il faudra des années pour former les cadres africains nécessaires aux différents secteurs de l'économie. Pour résoudre ces problèmes et bien d'autres en tout genre, le gouvernement de transition travaille sans relâche, et c'est à peine si le Premier ministre
a eu le temps de nous glisser ces quelques mots. Très optimiste, oui. Certain, je ne suis pas seulement optimiste, je suis certain de l'avenir. Je crois que nous allons trouver des solutions à tous les problèmes. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Demain, dernière partie de ce reportage sur le Mozambique avec les perspectives d'avenir envisagées par les principaux intéressés. Notre journal est terminé. Merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bonsoir.